La Belle Jeunesse, émission spéciale sur Radio TLA, présentée par Lorelai Morisseau. Radio TLA. Bonjour à tous et merci d'être là pour cette troisième table ronde qui portera sur les inégalités territoriales. La question qu'on s'est posée tout au long de notre année de création, c'est sommes-nous des mal lotis ? Ça d'ailleurs, et on en reparlera, failli être le titre de notre création. Et c'est une question qui s'est posée de manière très concrète tout au long de notre création. Pour en parler, on accueille aujourd'hui Aline Etedjabou, qui est étudiant et membre de la Belle Jeunesse, ainsi que Laurence Anaïs Gobron, qui est aussi étudiante et membre de la Belle Jeunesse, et qui font partie toutes les deux de la création donc proche, qui a été jouée le 8 et le 9 octobre. Voilà. Est-ce que Ali, tu peux nous parler un peu de la Belle Jeunesse et de ses actions ? Oui, la Belle Jeunesse, c'est une association qui a été créée il y a à peu près 2 ans, qui réunit des jeunes sur l'émancipation par l'art, qui ici est le théâtre. On a pu jouer notre première création théâtrale hier et avant-hier. Ça s'est merveilleusement bien passé. Et au-delà d'actions théâtrales, on va un peu plus loin, comme avec ces tables rondes, où on fait passer des messages et on débat sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Voilà, ensuite, pour répondre à ces questions, on accueille aussi François Asensi, qui est donc maire de Tremblay et député honoraire. Un de vos combats politiques, ça a toujours été une question d'égalité des territoires, notamment donc dans votre territoire d'action sur Tremblay en France, mais aussi Sevran et Villepinte. On peut le voir notamment avec vos engagements sur la sauvegarde du parc de la Poudrerie ou encore au niveau des transports et de notre chère ligne de RER B. Avant tout ça, ce territoire, c'est un peu le territoire des mal-lotis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette histoire ? Des mal-lotis ? Bon, je vais essayer de parler à haute et intelligible voix. Bon, c'est une suite du Covid, ça, donc voilà, c'est cette saloperie qui continue à m'ennuyer. Les mal-lotis, ça s'est passé dans le monde d'avant. Excusez-moi, je vais parler du monde d'avant, notamment dans les années 30, 40, lorsque beaucoup de Parisiens avaient acheté des petits bouts de terrain ici. Quand on venait à Tremblay, les Parisiens avaient acheté des bouts de terrain, ça leur servait de résidence secondaire. Donc ils prenaient la locomotive à la gare du Nord, à vapeur, et ils venaient ici séjourner. Ils passaient du temps dans le jardin, etc. Et puis petit à petit, ces petits jardins sont devenus des habitations. Et il y avait tous les problèmes à régler, les problèmes d'assainissement, d'arrivée d'eau, du gaz, de l'électricité. Et les gens vivaient dans la boue. Et ils demandaient d'ailleurs qu'il y ait des aides de l'État pour leur permettre justement de vivre décemment avec ces équipements. Voilà, donc il y a eu des propositions de loi et je crois que c'est mon prédécesseur, M. Ballanger, dont j'étais le suppléant, qui a trouvé ce mot qui est le mal-loti, et ça a fait l'objet d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, de manière à ce que les gens puissent vraiment vivre décemment dans ces quartiers, en dehors de la boue, avec voire de l'eau potable, d'avoir des... Bon bref, tout ce qui concourt à vivre normalement dans un lotissement. Merci. Anaïs, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de la création du collectif et de l'association La Belle Jeunesse ? Oui. Alors la Belle Jeunesse, au début, c'était sur l'année 2018, donc l'année où il y avait Ali. Ils se sont représentés au TLA après être en atelier qui était dirigé par Laura Midi. Et le TLA a vu leur potentiel et leur a dit qu'il fallait qu'on fasse plus. Donc de là, ils ont rassemblé principalement les anciennes promotions qui commencent de 2017, je crois. Et on a tous rassemblé pour pouvoir parler des sujets qui parlent actuellement. Donc ça va. Donc là, cette année, on a eu notre processus de création qu'on a diffusé hier et avant-hier. Et aussi, on voulait un peu plus rester dans ce territoire-là, puisque c'est vraiment pas anodin, parce qu'il faut savoir que notre lycée, il était à Sevran. Donc on a fait l'atelier théâtre à Sevran.
qui nous a permis après de découler à Tremblay et de pouvoir continuer à pouvoir échanger aussi avec d'autres jeunes, notamment à la MC 93. Et voilà. Merci. Et du coup, quand la Belle Jeunesse elle a commencé à faire sa création, Emmanuelle Jouan, donc la directrice du théâtre ici, elle nous a parlé de l'histoire des mal lotis et ça a failli être le nom de cette création. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi, Ali? Avant le titre des mal lotis, c'était Urgent Attention Fragile déjà. C'était par rapport au nom du projet sur les différents messages qu'on voulait porter, qui étaient synonymes au nom et aux différentes urgences et plateaux qu'on mène aujourd'hui. Les mal lotis, parce que venant de banlieue, précisément de Sevran, l'histoire que nous avaient transmise Laure et Emmanuel par rapport à ce que disait M. Assanti nous correspondait. On était des gens du 93 où problème de moyens est quelque chose qui vient souvent. La Seine-Saint-Denis est connue pour être un département de précarité où de grands moyens manquent et où de nombreuses urgences sont présentes. Et les mal lotis faisaient pas mal écho aux messages qu'on portait dans la pièce à travers les deux textes de Falk Richter et de Ernst Toller. Et est-ce que, M. Assanti, vous pensez qu'aujourd'hui, ce territoire, c'est toujours un territoire de mal lotis? Le département de la Seine-Saint-Denis, la banlieue en général, c'est une longue histoire. Je connais un peu, c'est le privilège de l'âge. C'est-à-dire que la discrimination territoriale ne date pas d'aujourd'hui. La discrimination territoriale, c'est en fait l'opposition entre le centre et la périphérie, entre Paris et la banlieue, entre l'intérieur du périphérique et l'extérieur du périphérique. Voilà. Dans les années 60-70, il y avait une profonde crise du logement. Il fallait loger les habitants. Et l'État a construit des logements, notamment des grandes cités. Il y a d'ailleurs tout autour de Paris ce que j'appelle une chaîne des grandes cités. Vous passez de Noisy-le-Grand, vous allez à Montfermeil, Clichy-sous-Bois, Sevran, Tremblay, Sarcelles, etc. Ça va jusque dans le département des Yvelines. Et on a logé des gens. Donc on a fait dans la quantité. Et pour beaucoup, d'avoir un logement neuf, avec l'eau potable, c'est comme ça, avec des toilettes dans la maison, avec une salle de bain, c'était vraiment une révolution. Ça représentait un progrès considérable. Ensuite, les personnes solvables, petit à petit, ont choisi un autre parcours résidentiel. Ils ont acheté, pas tous, ceux qui pouvaient acheter, évidemment. Et l'État, à l'époque, lorsqu'il y a eu les rapatriés d'Algérie, donc dans les années 60, début des années 60, la France a besoin de main-d'œuvre, donc la France a voulu bénéficier de son statut d'ancienne puissance coloniale. Donc on l'a fait venir, c'était organisé, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, sans leur famille d'ailleurs, ce qui était scandaleux. Ils n'avaient pas le droit de venir avec leur famille. C'est qu'en 1974 qu'il y a eu le regroupement familial. Et donc l'État centralisateur a considéré qu'il fallait sélectionner les territoires. Donc la Seine-Saint-Denis est un territoire qui votait d'une certaine façon à l'époque, bien rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et on a créé un sorte de ghetto politique, social et culturel, en faisant en sorte que les gens qui avaient de grandes difficultés puissent vivre dans les grandes cités. Et donc, après le regroupement familial, les cités ont été l'occasion d'accueillir des familles qui venaient d'Algérie, qui venaient du Maroc, qui venaient d'ailleurs. Et dans ces conditions-là, par une politique de logement qui était discriminatoire, on a, quand je dis on, c'est l'État, hein, c'est le pouvoir. Pour être plus clair, c'est la droite. Voilà. Hein. On a favorisé cette espèce de sorte de ghetto ethniques et sociaux. Le mot ghetto, évidemment, c'est pas le plus approprié. Les ghettos, ça renvoie, vous savez à quoi ça renvoie, le ghetto. Hein. Mais il y a peut-être d'autres formulations pour définir le fait qu'on a spécialisé les territoires, sélectionné les territoires. Pour la Seine-Saint-Denis, les précaires, les plus pauvres. Pour les Seine, les riches. Je suis très manichéen, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, le département de la Seine-Saint-Denis, il connaît encore ces discriminations.
discrimination à l'adresse. Moi, je suis intervenu plusieurs fois à l'Assemblée nationale, justement, pour faire en sorte qu'un jeune qui venait de Sevran, je ne sais pas, de Clissois, de Montfermeil, puisse avoir la même chance qu'un autre qui venait d'autres quartiers ou d'autres régions pour pouvoir accéder à l'emploi. Or, souvent, vous savez, les entreprises, quand ils voyaient qu'un jeune venait de Seine-Saint-Denis, eh bien, on prenait son dossier, on le mettait en dessous. Ou alors, pour réussir à avoir un emploi, il fallait vraiment faire preuve de beaucoup de talent. Donc oui, les discriminations territoriales continuent, et je dirais même qu'elles ont tendance à s'aggraver, puisque la France produit des richesses, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais dans nos grands ensembles, que ce soit vis-à-vis des transports, vis-à-vis de la culture. Bon, ici, on a la chance, on a un théâtre de renommée régionale, je vais même dire Emmanuel de renommée nationale, hein, elle sera d'accord avec ça, hein, voilà. Et c'est important de combattre les discriminations et de dire comment on peut s'émanciper. Comment on s'émancipe. Voilà, j'en ai pas plein, on pourra continuer tout à l'heure. Et Ali et Anaïs, est-ce que vous, avec votre expérience de jeune du territoire, de ce territoire, est-ce que vous vous sentez, vous, être des mal lotis? Personnellement, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que avec notamment les problèmes de beaucoup de transports, pour savoir, après la première, la moitié de la compagnie s'est retrouvée bloquée dans le RER parce qu'il y avait des problèmes jusqu'à 1h du matin. Et en même temps, non, parce qu'on peut voir que, notamment grâce à la culture, qu'on essaie quand même de nous intégrer. Par exemple, nos partenariats avec des gens qui venaient du Carreau du Temple, Sylvain Riéjoux, ou même la Colline. Le fait que, personnellement, par la culture, on puisse nous intégrer, je trouvais ça très intéressant. Mais par rapport au thème des inégalités, oui, parce que je prends l'exemple du TGP, qui est notre père le plus proche, qui est à Saint-Denis. L'accès pour aller à ce théâtre-là, il est très rapide, puisque c'est en face d'un tram et de bus, beaucoup de bus qui le desservent, alors que, par exemple, le TLA à Tremblay, faut aller à la gare de Vergalan et marcher une bonne dizaine de minutes ou prendre le bus. Alors que là, récemment, en plus, il y avait des travaux, donc voilà. Et toi, Ali? C'est un peu le même discours. On a la chance d'être à côté de Paris, donc une grande métropole avec une énorme richesse culturelle et qui reste aussi présente dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans la Petite Couronne et la Grande Couronne. Mais il y a un manque de moyens qu'on voit tous les jours. Anaïs a souligné le fait que après une représentation un vendredi soir, on reste bloqué jusqu'à 1h du matin à cause d'un RERB qui passe pas. Tout à l'heure, je regardais des statistiques sur le dysfonctionnement du RERB. C'est catastrophique, hein, je pense qu'on le sait tous ici. Et c'est pas normal. Non, enfin, c'est quelque chose qui perdure et qui devrait changer assez rapidement. Oui. On peut remarquer que c'est pas qu'avec le RERB, généralement, c'est, je prends l'exemple bête, le T1, enfin le métro 1 et le 14 qui sont tout le temps lavés, automatisés, etc. Ils sont très bien entretenus, alors que dès que c'est des trucs des transports qui vont en périphérie, on voit que c'est extrêmement dégradé, les gares sont cassées, ou etc., etc. Ok, et du coup, par rapport au RERB, vous, François Asensi, j'imagine que c'est une vraie volonté politique d'instaurer le TLA, de mettre le TLA là où il est. Et on a vu, nous, du coup, c'est vraiment l'exemple le plus concret en ce qui concerne notre année de création d'inégalité du territoire qu'on a pu vivre, parce que c'est quelque chose qu'on vivait au quotidien. Et vous, du coup, vous avez des combats vis-à-vis de ça, du RER, je pense notamment aussi au Charles de Gaulle Express. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? D'accord. Alors le TLA, c'est une histoire. Bon, il a été inauguré dans le siècle dernier. 1989. En 1989, voilà. C'était l'occasion d'entendre un merveilleux discours de Jacques Ralite sur Aragon, voilà, d'où le nom du théâtre. Donc c'est mon prédécesseur. Voilà, donc il faut rendre à César, si je puis dire, ce qui lui appartient. Nous, on a continué la ville, on a fait cet espace, cette médiathèque. Donc on a vraiment un superbe équipement. Voilà. Un superbe équipement avec une direction qui a de l'imagination, qui bouge beaucoup,
qui a précisément créé le concept du dedans-dehors, c'est-à-dire que bien, on a les représentations à l'intérieur, mais on va chercher le public. C'est un combat, il faut former les publics, et c'est pas spontané. On ne vient pas spontanément au théâtre quand on est de Tremblay, de Sevran et de Villepinte, etc. Vous le savez parfaitement. Hein. Grâce à vos profs, d'ailleurs, de français notamment, vous pouvez accéder ici au théâtre et participer à de magnifiques manifestations. Mais ce combat pour l'émancipation par la culture, il est essentiel. Et on est confronté à quoi? On est confronté au fait que les inégalités culturelles sont considérables. Bon, tout le monde n'a pas son papa ou sa maman qui est prof agrégé, ou qui est haut fonctionnaire, etc. C'est-à-dire qu'on est confronté aux barrières sociales qui contribuent à ne pas permettre à chaque enfant ses choix, d'avoir les moyens de s'émanciper. C'est ce qu'on peut appeler le patrimoine culturel familial. On n'a pas. Voilà. Donc c'est pour un jeune qui fait ses études, qui étudie, qui essaye d'obtenir une culture générale maximum, c'est un combat du parcours du combattant. Parce qu'il n'y a pas papa et maman derrière, il n'y a pas papa et maman qui les emmènent au théâtre. Bon, bref. Et ça, il y a les discriminations territoriales, du fait aussi du niveau de vie des habitants, de la précarité, mais aussi ces freins culturels considérables qui font que nos jeunes n'ont pas accès au meilleur de la culture. Et ça, c'est un combat essentiel. Pour ça, j'approuve 100% votre organisation, ce que vous faites avec la belle jeunesse, etc. Alors, ça, c'est ce combat-là, mais il est d'aujourd'hui. C'est compliqué parce qu'on a un État, je dis l'État, évidemment, je devrais mettre aussi ceux qui ont leurs responsabilités, parce qu'on n'a pas beaucoup bougé. Très honnêtement, je parlais un peu trivial, pour une vieille barbe comme moi, on vit ces discriminations depuis... moi, j'ai mené tout mon combat, j'ai passé 38 ans à l'Assemblée nationale, j'ai fait que ça, me battre contre les inégalités territoriales. Quand je fais le bilan, j'ai l'impression d'avoir un peu, disons, pédalé dans le vent un peu. Voilà. Cela dit, c'est pas la fin de l'histoire, la lutte continue, c'est à vous de prendre le relais. Pour qu'on puisse finir d'avoir une opposition entre le centre et la périphérie. Alors évidemment, Paris, c'est une histoire, c'est un patrimoine, c'est des théâtres, bref. Mais ici, en grande banlieue, on a le droit aussi de pouvoir accéder à, disons, au plus beau de la culture. Donc ça, c'est un combat essentiel. D'ailleurs, quand les villes ouvrières, on dit les villes ouvrières, pour aller vite, c'est les villes coco. Voilà. Les villes ouvrières. Elles ont mis la culture au centre de leurs préoccupations. C'est pas un hasard s'il y avait le théâtre Gérard-Philippe à Saint-Denis. C'est pas un hasard s'il y avait le théâtre de la Commune à Aubervilliers. C'est pas un hasard si ici, il y a eu le théâtre Aragon. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les élus, avec leur sensibilité, avec leur dévouement, avec tout ce qu'ils avaient comme possibilité d'innover. Et on a fait en sorte que ça puisse exister. Mais ça a toujours été mis en cause parce que l'État centralisateur n'a pas toujours vu de la meilleure façon la création de tous ces équipements ici en Seine-Saint-Denis. Voilà. Sans parler des cinémas. Les cinémas, ils avaient disparu. Dans les années 60, tous les cinémas avaient disparu. Qu'ont fait les villes? Elles ont acheté les cinémas. Elles ont créé des associations. Et nous, on a le cinéma Tati. C'est toujours mon prédécesseur. Je tiens aussi à lui rendre hommage, qui a créé le cinéma Jacques Tati. Mais c'est un combat du quotidien, un combat permanent, de faire de la culture une question centrale. Je suis merci. bavard. Hein. Un peu. Faut me couper si je suis bavard. En tout cas, du coup, ça va me permettre de conclure rapidement. Et nous, du coup, c'est un engagement, la belle jeunesse, qu'on prend et qu'on essaye de faire vivre avec le plus d'ampleur possible, j'espère au fur et à mesure des années. Donc voilà, merci du coup Ali et Anaïs de la belle jeunesse donc d'être venus, et merci Monsieur Asensi d'avoir participé à ce plateau radio. Voilà.
and say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them